bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire de la fabrique de l'exportation. Vous connaissez le principe en général des académiques viennent présenter des travaux qu'ils ont faits auprès de plusieurs entreprises. Ce soir, il y a une particularité, c'est-à-dire que l'académique et l'entreprise sont là. Voilà, on a à la fois le représentant de l'entreprise, donc on aura des témoignages en prise directe avec les choix, les décisions et les enjeux du cas qui est étudié. Nous étudions donc le cas de l'entreprise Transvalor concernant un projet de développement en Asie du Sud-Est. Donc avec nous ce soir, Stéphane Andrietti, directeur des partenariats stratégiques et technologiques de Transvalor. Le PowerPoint qui va dérouler très rapidement présente Transvalor. Disons rapidement que c'est le leader mondial des logiciels de simulation des procédés de mise en forme des matériaux et que ses clients sont des fabricants industriels. C'est une entreprise basée près de Nice qui a une quarantaine d'années et une dizaine de millions d'euros de chiffre d'affaires pour 2022. Stéphane est accompagné d'Ulrike Mayhofer, bien connue de la fabrique de l'exportation parce qu'elle est membre de notre conseil scientifique. Ulrike est professeure des universités à l'IAE de Nice, Université Nice Côte d'Azur, professeure en sciences de gestion, et elle dirige également le laboratoire, un groupe de recherche en management, laboratoire GRM, à l'Université de Nice Côte d'Azur. La parole vous est donnée, vous connaissez le principe, une présentation qu'en général les participants essayent de ne pas interrompre, c'est pas interdit, mais en général on laisse dérouler les présentateurs, et ensuite on se donne un moment d'échange et de participation avec vous, et parfois entre participants qui apportent leur éclairage et leur expérience. Ulrike, Stéphane, la parole est à vous. Très bien. C'est Ulrike qui va commencer les débats et moi je me permets juste de vous saluer et de vous remercier pour cette invitation. Je vais essayer de faire de mon mieux. Je ne suis pas un professionnel de l'exportation, mais ça va être effectivement un sujet intéressant et surtout vos retours, votre feedback sera très utile pour nous. Merci. Merci à la Fabrique de l'exportation de nous inviter à présenter ce projet et cette étude de cas. C'est avant tout le projet de Stéphane, qui est ingénieur et qui a fait son executive MBA à l'IAE Nice. Et c'est là où est née notre collaboration sur ce projet et sur cette étude de cas. Donc, c'est Stéphane l'expert du cas, je dirais, et puis il est aussi dans l'entreprise. Donc, moi, j'apporte plus le regard académique sur ce projet de développement à l'international, notamment en Asie du Sud-Est. Donc, c'est le cas de l'exportation ou des exportations d'une PME qui est localisée dans notre région, qui est dans le domaine des services. C'était une société qui a été fondée en 1984. Donc, elle est dans un environnement B2B, une société très active à l'international avec beaucoup d'expérience, beaucoup de réussites, mais aussi quelques échecs, une stratégie internationale très ambitieuse et donc une entreprise qui a vraiment un avantage compétitif en termes de technologie au niveau des logiciels qui sont développés et commercialisés. Donc, la société emploie aujourd'hui plus de 90 personnes, donc c'est déjà une entreprise de taille moyenne avec un chiffre d'affaires de plus de 10 millions d'euros, notamment à l'international. Et donc, c'est une société où travaillent principalement des ingénieurs. Donc, Stéphane a aussi intégré quelques images, quelques photos pour voir un peu comment ça se passe pour ces services, pour ces logiciels. Et puis, c'est vrai que la société travaille notamment dans le secteur automobile. Le secteur automobile est stratégique et c'est aussi cet élément qu'il faut prendre en compte pour le développement international de l'entreprise, notamment aussi en Asie du Sud-Est. Donc, c'est un projet de développement à l'international,
même si l'entreprise a déjà quelques expériences aussi dans certains pays d'Asie du Sud-Est. Et donc, c'est une société qui s'est principalement développée par exportation. Donc, c'est pour ça que quand on a évoqué les sujets avec Jean-Christophe et Stéphane pour voir les sujets qu'on pourrait présenter, c'est un sujet effectivement qui est bien adapté par rapport aux préoccupations de la fabrique de l'exportation. Donc, Transweiler, il réalise des exportations directes, indirectes, mais ils ont quelques filiales de commercialisation à l'international aussi et des bureaux de vente. Et donc, il y a une nouvelle direction qui est arrivée récemment et l'ambition est notamment de renforcer la dimension internationale, notamment dans les marchés du sud-est asiatique. Donc là, vous avez aussi notamment les 10 pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est qui sont visés. Et donc, actuellement, la société se pose cette question, quel pays viser en priorité, comment s'y implanter, comment réussir dans cette zone géographique qui présente des opportunités intéressantes pour la PME. Donc, c'est une société au départ qui a été créée en 1984, en fait, comme spin-off de l'École des mines de Paris, donc qui est très liée au laboratoire de recherche scientifique. Et donc, aujourd'hui, l'École des mines reste actionnaire à hauteur de 49%. Donc, parmi les actionnaires, on trouve aussi BNP Paribas, le Crédit Lyonnais et la Fondation Mines ParisTech. Et donc, c'est une société aussi qui a pu se développer grâce à ses partenariats avec des laboratoires de recherche académiques en France et à l'international. C'est au niveau des priorités stratégiques, c'est une société qui a une forte orientation clientèle. On est dans le domaine du B2B, business to business. Elle a une forte orientation innovation et aussi durabilité. Et donc, c'est une expertise aujourd'hui qui est reconnue en France, mais aussi à l'international, au niveau des logiciels de simulation scientifique, une grande expertise avec une certification ISO, avec une clientèle diversifiée. Comme je le disais en guise d'introduction, l'automobile reste un secteur stratégique pour cette PME, mais l'entreprise travaille aussi avec l'aéronautique, l'énergie, le BTP, le médical, donc une clientèle qui est diversifiée au niveau des activités sectorielles. Pour se développer en Asie du Sud-Est, l'entreprise pourra s'appuyer sur sa forte expérience internationale. On verra par la suite comment cette entreprise s'est développée à l'international. Elle a une réelle expertise dans le domaine, donc une réussite à l'international jusqu'à présent sur de nombreux marchés. Une équipe aussi internationale qui des profils internationaux qui travaillent en France ou à l'étranger, et puis ces relations avec les laboratoires de recherche, avec les réseaux professionnels, qui donnent aussi à cette PME des accès à des financements. Et puis aujourd'hui, l'entreprise a une expérience internationale assez diversifiée. Elle est présente en Europe, dans les Amériques, en Asie, au Moyen-Orient. Donc l'international est vraiment très au centre, je dirais, des préoccupations et de la réussite et de la performance de cette entreprise, comme un certain nombre d'entreprises d'ailleurs ou de PME ou start-up qu'on trouve sur Sophia Antipolis, près de Nice. Et donc, on a un nombre de plus de 1000 clients à l'échelle mondiale. Ce partenariat qui dure depuis plusieurs décennies avec l'École des mines, qui est solide. Et puis ensuite, avec des distributeurs, mais aussi des filiales commerciales et des bureaux de vente dans des pays proches, mais aussi dans des pays éloignés. Et donc, comment l'entreprise s'est-elle développée à l'international pour acquérir cette expertise? C'est une société qui s'est développée à l'international à la fin des années 90, notamment en Europe occidentale, et aussi au début des années 2000, et puis ensuite progressivement qui s'est développée sur d'autres marchés. Dans les années 2000, elle a poursuivi son développement en Europe, mais elle s'est aussi développée
aux États-Unis et en Asie. Dans les années 2010, en Europe, en Amérique du Nord, en Chine, au Brésil, en Thaïlande. Donc là, on voit une forte diversification géographique. Et puis dans les années 2020, aux Émirats arabes unis, en Inde. Et puis la question se pose de l'Asie du Sud-Est. L'entreprise a déjà une petite présence, on dirait, mais effectivement, la question, c'est comment renforcer le développement sur ces marchés. Et puis, c'est cette question qui nous a intéressés avec Stéphane, qui est impliqué dans ces projets au niveau de l'entreprise. Et donc, on voit que finalement, une internationalisation qui est progressive. Donc, les spécialistes du management international au niveau académique connaissent bien le modèle Uppsala. Donc, Stéphane a aussi pu travailler sur ce modèle. Donc, une internationalisation processuelle en étapes qui concerne aussi les modes d'entrée. Donc, l'entreprise, au départ, a développé les exportations directes, la vente directe, les bureaux de vente et aussi collabore avec de nombreux distributeurs, ce qui a permis de diversifier assez rapidement ses marchés géographiques, a poursuivi ses exportations directes, indirectes dans les années 2000. Et puis, dans les années 2010, l'entreprise a créé une première filiale aux États-Unis et puis un bureau de vente en Chine. Et puis, dans les années 2020, aujourd'hui, il y a 2 filiales, une aux États-Unis, une à Dubaï, et puis 3 bureaux de vente, et plus précisément en Chine, en Inde, au Brésil. Et en parallèle, l'entreprise poursuit ses exportations directes et indirectes. Donc, l'entreprise combine plusieurs modes d'entrée de manière concomitante, mais cherche à renforcer sa présence à l'international à travers des filiales, à travers des bureaux de vente. Donc, on est dans le domaine d'une PME qui, comme toute PME, a des ressources limitées, ressources financières, de R&D, ressources humaines, ce qui explique aussi cette approche processuelle, finalement, qui s'est réalisée en 4 étapes et où on retrouve le modèle classique d'internationalisation qui est le modèle d'Uppsala. D'abord, l'entreprise s'est développée dans des pays voisins pour acquérir de l'expérience avant de conquérir des marchés plus éloignés. Puis au départ, c'était plutôt des exportations et maintenant, aujourd'hui, l'engagement est plus fort sur certains marchés qui sont stratégiques pour l'entreprise. Donc, pour se développer en Asie du Sud-Est, l'entreprise peut s'appuyer sur cette longue expérience internationale. Et puis, cette internationalisation lui a aussi permis de construire des relations, des réseaux au niveau local, avec tes clients, avec tes laboratoires, avec des institutionnels, pour avoir une bonne implantation ou un bon accès aux marchés qui sont assez diversifiés. Très bien. Et donc, c'est Stéphane qui va vous présenter le choix des marchés qui va être réalisé ou qui est actuellement étudié par cette entreprise. D'accord. Merci Ulrike pour cette première partie très complète et très bien menée. Je rajouterai juste effectivement pour bien resituer la question, 2 points importants. Tu as parlé d'un changement de management récent. Effectivement, il y a maintenant un petit peu plus de 2 ans, notre équipe dirigeante a évolué et cette volonté d'imposer, je dirais, la marque Transvaleur à l'international, c'est réellement imposé. Donc, c'est un levier, c'est une composante importante du raisonnement. C'est-à-dire le mode d'export au travers de distributeurs est quelque chose que l'on va essayer de limiter, voire de remplacer dans certains pays. C'est ce qui est en train de se passer en Italie, pas plus tard que maintenant. Voilà, donc c'est une composante qu'il faut bien garder en tête. La deuxième, qui est relative à l'Asie du Sud-Est, donc on en parlait un tout petit peu en préambule avec Stéphane Boulet. Quelles sont les zones géographiques? Est-ce qu'elles peuvent être notre terrain de jeu? Vous avez bien compris que l'industrie manufacturière est la composante essentielle de notre clientèle. Donc il faut qu'on agisse dans des endroits où il y a d'industrie, où on produit des pièces automobiles ou autres. Voilà, il y a manifestement certains territoires qui ne nous intéressent pas.
l'Asie du Sud-Est est une cible. C'est dans cette optique que ce travail a été réalisé. Et vous avez pu noter que on a une expérience en Thaïlande. En fait, cette expérience donc avec un distributeur local, il y en avait même plusieurs d'ailleurs qui étaient en exclusif, n'a pas été couronné de succès. J'ai même envie de dire que c'était un échec, ça a pas marché. Donc il faut revoir, ce que l'on peut faire dans ce pays, dans cette zone géographique, à la lumière des expériences, passées. Donc, ceci étant dit, donc pour revenir sur, ce qui vous est présenté, l'industrie, donc l'importance de l'industrie manufacturière, je ne vais pas y revenir. Voilà, c'est quelque chose qui est bien clair. L'industrie automobile, on en a parlé également, c'est un des poumons, je dirais, de notre activité, et on s'apercevra que dans l'Asie du Sud-Est, c'est une composante, essentielle à prendre en considération. Ensuite, ce qu'on a essayé de faire, ce que j'ai essayé de faire dans ce travail de recherche, c'est d'évaluer différents leviers, différentes métriques, pour essayer d'avoir une image la plus globale la plus globale possible, des possibilités dans cette région. Parmi ces métriques, les investissements, les flux d'investissement, voilà, sont une composante. La main-d'œuvre aussi, alors pas la main-d'œuvre au sens, qu'on peut l'entendre naturellement, puisque on ne produit pas les pièces, hein, on ne fournit que des solutions logicielles pour les aider. Mais, on reste donc sur des produits technologiques, donc il nous faut des gens qui aient, voilà, un niveau d'éducation, suffisant pour pouvoir effectivement prendre en main correctement nos produits. Voilà, donc c'est un des aspects qu'on a essayé de regarder. Hem ce slide est juste pour vous donner un petit peu une image de la structure, des industries dans les marchés qui sont visés. Alors j'ai pris deux exemples. Sur la gauche, cette pyramide, est relative à ce qui se passe en Thaïlande, et la décomposition un petit peu du marché automobile depuis tout en bas, depuis la base, les sous-traitants de rang 2, voire de rang 3, les sous-traitants de rang 1, et les constructeurs, automobiles. Ce qui est intéressant ici, qui est, pour nous, c'est, où sont les entreprises nationales et où sont les entreprises qui sont en fait des entreprises internationales et qui interviennent. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'il est important de prendre en considération. On le verra un petit peu par ailleurs, et c'est un petit peu présenté donc sur le slide de droite qui lui, par contre, est plus, en relation avec le Vietnam. Des constructeurs étrangers dans un pays, ça sous-entend que le design des pièces n'est pas forcément fait dans ce pays, mais plutôt dans le pays d'origine. Et ça, c'est moins intéressant pour nous. C'est-à-dire que nos logiciels, sont utilisés principalement, j'ai envie de dire, dans deux situations, soit réellement en phase amont de conception des pièces, encore une fois automobiles ou autres. Et dans ce cas-là, on est assez dépendant, je dirais, du pays d'origine du constructeur. Soit nos logiciels sont utilisés pour finalement améliorer des process existants ou corriger, hein, pallier à des difficultés, à des problématiques qui sont notées en production. Et dans ce cas-là, c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que c'est l'usine qui est demandeur de solutions. Et dans ce cas-là, quel que soit un petit peu le donneur d'ordre, il y a moins de relations. Néanmoins, ces deux aspects sont à prendre en considération pour nous. Et aujourd'hui, la décomposition qu'on voit là de sous-traitants de rang 2, de rang 1, elle est aussi importante pour nous. C'est-à-dire qu'on va beaucoup travailler avec les rangs 2, les rangs 1, un peu moins aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on essaie d'améliorer, un peu moins directement avec les OEM. Donc la part de présence de sous-traitants de rang 2, de rang 1 est important pour nous dans notre analyse. Donc, ce qu'on voit sur le graphe de droite, sur l'imagerie et l'infographie à droite sur le Vietnam, c'est effectivement la part importante de groupes étrangers
dans les constructeurs locaux, ou en tout cas dans les représentations. On va retrouver finalement au Vietnam, contrairement à ce qu'il y a en Thaïlande et en Malaisie, par exemple, énormément de constructeurs étrangers et peu de constructeurs locaux. Par rapport à ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est un signal qu'il faut qu'on prenne en considération. Alors, les autres métriques que j'ai essayé de regarder, c'est donc tout ce qui va traiter à l'environnement macroéconomique, politique, institutionnel dans ces différents pays. Quels sont finalement les pays où on a le plus de chances d'établir notre activité et de croître dans de bonnes conditions. Les éventuels, je dirais, incentives fiscales ou autres. Et comme je l'ai dit précédemment, tirer profit un petit peu de nos expériences antérieures, certaines couronnées de succès, d'autres un petit peu moins. On a parlé de la Thaïlande. C'est vrai qu'en Chine, pendant longtemps, on a essayé de traiter directement depuis la France avec des distributeurs locaux. Ça a très mal fonctionné à partir du moment où on a mis en place un country manager sur place. Déjà, on a senti quelque chose de bien plus efficace à ce niveau-là. Et bien évidemment, prendre en considération le paysage concurrentiel. Ulrike disait tout à l'heure donc qu'on était leader sur notre domaine. Oui, on a une position dominante. Alors ça dépend un petit peu des process qu'on simule, hein. On n'est pas numéro 1 partout, mais on essaye de. C'est réellement notre ambition. Donc fatalement, effectivement, on a une concurrence. On reste sur un marché de niche, pardon, mais cette concurrence, elle est présente. Alors ça, c'est des noms qui vont sans doute pas vous dire grand-chose. Mais donc voilà, quelques-uns de nos concurrents d'autres sociétés qui proposent également des solutions de simulation, et certaines sont déjà plus ou moins implantées sur cette zone-là. Notre concurrent Magma sur la partie fonderie, par exemple, a déjà, je dirais, une présence forte en Thaïlande, et en particulier dans le domaine académique, qui est un point d'entrée important pour nos produits. Et voilà, donc il faut qu'on tienne compte également de cette présence concurrentielle, et de comment nos concurrents sont structurés et en lien avec le tissu économique local. Alors, les slides qui suivent sont un résumé un petit peu de ces différentes métriques qu'on a essayé de suivre. Donc, je ne veux pas forcément tout vous détailler en détail, hein. C'est pas le principal de cette présentation. Mais ça vous donne un petit peu, voilà, une idée des différents indices qu'on a essayé de regarder. Alors, en fait, dans un premier temps, vous vous rappelez un peu le slide avec l'ensemble des pays sur la zone Asie du Sud-Est, pour finalement, sur ces indices un peu macroéconomiques, arriver quand même à retirer quels sont les 3, 4, 5 pays les plus intéressants pour nous, voilà, sur une base de ces différentes métriques. Donc, il y a un indicateur Doing Business Score qui va donc mettre en évidence Singapour très, très haut. Alors, Singapour, on va le retrouver dans plusieurs slides, et ça va faire, comment dire, ça sera une partie du raisonnement à la fin sur la stratégie qu'on va peut-être choisir. C'est-à-dire qu'en termes de plaque financière, en termes de points central, de points de base, c'est un territoire qui a son importance. Bien sûr, si on regarde le côté uniquement manufacturier, Singapour n'est pas l'endroit qui va nous intéresser en premier lieu. Mais pour des éléments à caractère économique, financier, je dirais plaque tournante, c'est un territoire qu'on va retrouver dans notre réflexion. Malaisie, Thaïlande, bon, le sultanat de Brunei et le Vietnam qui apparaissent donc dans les premiers pays. On a regardé, donc on disait tout à l'heure, tout ce qui est investissement direct à l'étranger. Là aussi, hein, encore une fois, sans surprise, Singapour qui est très très loin devant, mais encore une fois pour des raisons plus d'investissement financier qu'en liaison avec l'industrie manufacturière. Donc si on oublie un petit peu cette ligne, finalement, qu'est-ce qui vient après derrière? Mais il y a l'Indonésie et le Vietnam qui se détachent très nettement des autres pays. Donc ça, c'est un indicateur pour nous.
On a regardé voilà, le Purchasing Managers Index dans le secteur manufacturier. Donc ça, c'est bien pour nous, hein, voilà, ça c'est une mesure qui est intéressante et on voit les 4 têtes de pont qui se détachent, Thaïlande, Philippines, Vietnam et Indonésie. La Malaisie n'y est pas, par exemple, alors qu'elle apparaissait dans d'autres index. Voilà, donc c'est là où on essaye un petit peu de mitiger tout ceci, de tempérer un petit peu, de pondérer un petit peu tout cet aspect. On a regardé donc des taux de croissance du PIB dans le secteur, manufacturier. Alors, Stéphane nous avait fait ou Jean-Christophe, je crois, nous avait fait une remarque sur le 45 qui venait du Vietnam. C'est un comparatif, hein, par rapport à 2021, et ça, c'est des chiffres un petit peu plus récents. Encore une fois, ici, on a le Vietnam qui va sortir. Alors, il faut faire attention là-dedans, c'est que, et pour être très honnête avec vous, je ne suis pas arrivé à résoudre ce problème. C'est que dans ces indicateurs, derrière le mot secteur manufacturier, on peut mettre des tas de choses qui ne nous intéressent absolument pas. Vietnam égale industrie du textile, on n'est pas on n'est pas là-dessus. Voilà. Donc, arriver à segmenter et à extraire de ces indicateurs la vraie part d'industrie manufacturière, encore une fois, automobile, énergétique, construction, qui nous intéresse, c'est quelque chose que c'est des, voilà, c'est des données, des chiffres que je ne suis pas arrivé à obtenir, voilà, avec l'étude que j'ai menée et qui forcément ont un impact sur le diagnostic que l'on peut traiter. Donc il faut en avoir conscience, par rapport à ça. Alors, par contre, effectivement, il y a d'autres métriques, qui, elles, sont très clairement en relation avec ce que l'on fait, qui correspondent, voilà, à des productions de véhicules automobiles. Donc là, on a des chiffres qui sont clairs, qui sont nets, qui sont évidents là-dessus. Alors, petit aparté, on ne le voit pas, sur ce graphe, mais derrière ces productions automobiles, si on va là encore une fois dans la segmentation, il faut regarder qu'est-ce qu'il y a derrière ces termes-là. Alors, il y a automobile 4 roues, il y a automobile 2 roues ou 3 roues, hein, qui sont des productions qui n'existent peu, en tout cas les 3 roues, hein, les triporteurs. En Europe, il y en a pas, en Asie, pour ceux qui connaissent, bien évidemment, il y a que ça. Donc et là encore une fois, c'est pas la même valeur ajoutée sur les pièces. Donc il faut comprendre un petit peu, ce que l'on fait derrière ça. Et par exemple, le chiffre de la Thaïlande avec 1,6 million de véhicules, produits en 2021, c'est plus d'1 million de véhicules commerciaux, donc van et autres, véhicules, mais simplement 600 000 de véhicules, enfin, on dit en anglais les passenger véhicules, voilà, les voitures particulières de monsieur et madame tout le monde. Donc là, encore une fois, il faut être suffisamment prendre un petit peu de recul par rapport à ces chiffres et les analyser avec, un peu plus d'attention pour bien comprendre comment est-ce que les choses se font, pardon. Et quand on regarde un petit peu la décomposition par pays, voilà, on arrive à voir ces petits distinguos. Par exemple, en Malaisie, c'est beaucoup de véhicules personnels, par exemple. Voilà, des pourcentages du PIB d'export du PIB. Bon, ça, c'est un petit peu moins important et j'en reviens à notre histoire de main-d'œuvre, locale dont on parlait tout à l'heure. Ça, c'est des chiffres qu'on sort de la Banque mondiale, qui est une source quasiment, inépuisable, je dirais, de données. Donc on a, des chiffres en main-d'œuvre locale, OK, forcément liés à des densités de population dans chacun de ces pays. Mais ce qui m'intéresse plus que ce chiffre-là, c'est le slide suivant, avec une main-d'œuvre locale ayant un niveau, d'études, supérieur, plus élevé, parce que finalement, les utilisateurs de nos produits, ce sont des techniciens, ce sont des ingénieurs. Voilà, c'est d'un niveau d'utilisation, pardon, de culture, d'enseignement qui est un petit peu plus élevé qu'effectivement des gens qui vont être, directement sur l'usine. Et là, on découvre des choses, en tout cas, personnellement, j'ai découvert des choses. C'est-à-dire que, par exemple, la position dominante du Vietnam était quelque chose que je n'avais pas en tête, qui peut-être pour vous est une évidence, mais qui en tout cas pour moi ne l'était pas. Voilà, donc il y a des signaux comme ça qui apparaissent, et encore une fois qu'il faut qu'on prenne en considération.
La Thaïlande ne me surprend pas, par exemple, parce qu'il y a quand même beaucoup d'échanges universitaires qui se font. En tout cas, c'est dans notre secteur, on voit beaucoup d'écoles d'ingénieurs qui ont des partenariats très forts avec la Thaïlande. Donc là, encore une fois, je ne suis pas trop surpris. Mais le Vietnam était une voilà, une bonne découverte. Voilà, donc on va arriver un petit peu donc à la sélection. Ouais, Stéphane, si je peux juste demander un éclaircissement par rapport Oui. à une des métriques que vous avez utilisées, le Purchasing Managers Index, je ne suis pas à l'aise avec ça. Est-ce qu'on peut savoir en quoi ça consiste? Alors, ça c'est, si je dis pas de bêtises, j'ai pas tout révisé, mais c'est sous forme d'interview, c'est-à-dire que, il y a un panel d'industriels qui, sont, interviewés régulièrement et qui donnent comme un indice de sentiment, ça il y a ça c'est le même genre d'index, je dirais, qui arrive sur finalement, la, la vision qu'ont, des responsables d'entreprise et au niveau achat en particulier, du niveau de confiance qu'ils ont sur, les achats qui seront faits dans l'entreprise dans les mois qui viennent. Ok, une sorte de baromètre Tout à fait, sur tout un à fait, panel. Ok. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc voilà, on en était ici. Alors, on a essayé, voilà, effectivement, de sortir un petit, voilà, un palmarès, hein, de quels sont les pays qui finalement, ressortent de cette analyse. Donc, sur les 16, on a mis 4, on aurait pu mettre un 5e. Donc, pour un certain nombre de raisons que je vous ai finalement un petit peu dévoilées en avance, Singapour apparaît comme étant, un endroit, un pays qu'il faut qu'on prenne en considération. Globalement, un petit peu pour ce que je vous ai dévoilé tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que pas réellement en termes d'indices manufacturiers, de production de véhicules, et cetera, mais réellement pour cette facilité, cette capacité à, initier, piloter une activité, dans cet environnement. Et on aurait pu rajouter, ça fait partie du travail de recherche que j'ai fait, mais on a choisi de pas le présenter, en termes de, qualité de vie. C'est-à-dire que, ce que l'on envisage, dans notre schéma, c'est, en établissant donc notre activité, en se déployant dans cette zone géographique, on pense également à l'aspect humain des choses. Les personnels, qui, peut-être, sans doute, vont migrer de France vers ces territoires. Où est-ce qu'on les lâche? Est-ce qu'on les lâche à Kuala Lumpur? Est-ce qu'on les lâche à Singapour? Est-ce qu'on les lâche à Manille? Est-ce qu'on les lâche, voilà, où est-ce qu'on les lâche? Et il faut prendre cet aspect-là des choses aussi en considération. Avec ce prisme, Singapour est, clairement un pays, qu'il faut qu'on prenne en considération. Et voilà, le côté études, le côté éducation est très important à ce niveau-là également. Alors, les autres pays sont moins de surprises, hein. Donc on a parlé du Vietnam, voilà, avec différentes approches, ici. Donc voilà, le Vietnam coche beaucoup de cases, dans notre analyse. Bien sûr, la Thaïlande. Alors, c'est sans doute en particulier, hein, je dirais, pour, la production automobile, cet indice de PMI, le pays qui va sortir le plus haut. Il y a une métrique dont on n'a pas parlé, ici, qui par contre va peut-être un petit peu abaisser la note de la Thaïlande, c'est, la stabilité, alors je ne vais pas dire économique, mais presque politique que l'on peut avoir sur ce pays. Alors là, je serais ravi, je dirais, d'écouter vos commentaires là-dessus, pour ceux d'entre vous qui sont présents et qui ont une expérience, je dirais, au niveau de la Thaïlande. Hem Moi, j'ai perçu qu'il y avait un risque à ce niveau-là. Alors, est-ce que c'était un risque, avéré, ou est-ce que c'était un risque, qu'il faut minorer? Mais, par rapport à d'autres territoires, voilà, on a un gouvernement, on a un passé, on a une royauté, voilà. Il y a tout un dispositif qui fait que potentiellement, on est peut-être sujet à un petit peu des instabilités, politiques au niveau de la Thaïlande. La Malaisie, voilà. Et la Malaisie, alors, je vais peut-être vous en parler à la fin.
Mais finalement, j'ai été contacté par, l'organisme qui s'appelle MIDA, qui est le Malaysian, Investment, il me manque les derniers acronymes, l'agence, alors donc c'est l'Agence nationale pour, le développement de l'investissement en Malaisie. Voilà. Qui en fait cherchait à contacter Transvalor depuis pas mal de temps, qui nous avait ciblés, mais sans savoir réellement, à qui et comment nous contacter, et d'une certaine manière, je pense que le travail qui a été réalisé ouais, il y a peut-être une petite alarme là qui s'est déclenchée. Donc j'ai récupéré pas mal d'informations de leur côté, et la Malaisie est réellement un territoire sur lequel il faut qu'on soit attentif. Voilà, il y a pas mal de choses qui apparaissent intéressantes. Alors, on arrive je dirais la dernière partie de cette présentation, et qui finalement est le cœur du problème. Comment est-ce que, demain on envisage, de pénétrer, de nous établir sur ce marché, sur ce territoire? Et finalement, alors ça c'est un petit peu mon analyse et je dirais la conclusion pragmatique de mon travail. J'ai essayé d'envisager quatre scénarios. Alors, ces scénarios, je les ai appelés, voilà, observation, coopératif, actif et offensif. Donc de manière très simple, le premier scénario d'observation, je me suis rendu compte que beaucoup de données me manquent, ou beaucoup de données sont incertaines. C'est assez di Malgré tous les efforts que j'ai pu déployer, au travers, voilà, de recherches, de contacts, avec des Business France, des contacts avec les associations. Ulrike parlait tout à l'heure, hein, des relations que l'on a aujourd'hui avec les associations professionnelles. J'ai interrogé donc tous nos contacts, que l'on a actuellement sur les fédérations de forges, de fonderies, qui sont les procédés principaux avec lesquels on travaille. Ils disposent de peu de chiffres sur cette zone. Alors, c'est la conséquence, d'une zone géographique où, ces types de production ne sont pas aussi importantes que, bien sûr, sur des grands territoires comme l'Inde, la Chine, qui sont très largement leaders. Mais en réalité, il y a peu de données qui sont collectées, qui sont, je dirais, rassemblées et publiées. Donc il y a réellement un besoin de renforcer l'analyse avec, des contacts locaux pour réellement, mesurer, confirmer, ou infirmer, les sentiments que l'on a eus précédemment. Donc établir un bureau de représentation est une possibilité. Alors, ce bureau de présentation, on verra, après dans les avantages et les inconvénients. Ça a un inconvénient majeur, c'est que vous le savez sans doute, on ne peut pas commercer avec un bureau de représentation. On est juste là pour développer une image de marque, on est là pour, tisser, faire du networking, voilà, se rendre compte mais ça ne permet pas de pouvoir, signer des contrats avec des clients. Donc c'est effectivement, une tactique, hem, voilà, je reprends mon terme d'observation pour en savoir un petit peu plus. Mon scénario coopératif, peut avoir donc un intérêt dans le sens où, alors, vous allez me dire: «Mais pourquoi est-ce que finalement, vous ne prenez pas un distributeur?» Alors la réponse, c'est parce que, en termes de, ligne stratégique aujourd'hui d'entreprise, on souhaite, donc limiter au maximum, nos réseaux de distribution, et au contraire promouvoir au maximum notre présence directe sur le territoire. Mais une sorte de solution intermédiaire serait effectivement de prendre une participation financière auprès de sociétés, voilà, qui pourrait être finalement un distributeur, mais dans lequel on souhaiterait s'impliquer un petit peu plus. Dans les pays visés, encore une fois, Vietnam, Thaïlande, Malaisie, avec possiblement, l'ambition ensuite, voilà, d'une participation plus importante au capital de ces sociétés, et de passer d'une participation minoritaire à une participation majoritaire, par exemple. Voilà. Donc, option d'acquérir ultérieurement, ces entreprises partenaires locales ou leurs salariés. Hem, Scénario numéro 3, franchir le pas dès le départ, et ouvrir un bureau de vente.
dans ces territoires, donc des branch office, pour pouvoir donc procéder à des exploitations directes. Là se posera sans doute le choix de quel territoire, parce que on n'a sans doute pas les moyens financiers de pouvoir assurer une présence dans plusieurs territoires en même temps. Donc ça sera 1, 2 maximum, mais sans doute pas plus que ça. Dernier scénario qui serait le plus offensif, ça serait de se servir d'une tête de pont que serait Singapour, en particulier, pour des raisons fiscales, ou voilà et je reviens sur le cadre de vie, sur des choses de ce style-là, et avoir en supplément, avec une croissance, avec une chronologie, des bureaux de vente, voilà, donc une sorte de combinaison du scénario numéro 3 et du scénario numéro 4. L'intérêt de la tête de pont, à Singapour, c'est de pouvoir, possiblement gérer, depuis, cette tête de pont, heu, aller plus facilement vers l'Océanie, par exemple. Alors l'Océanie, c'est pas non plus le territoire dans lequel on a le plus de progression, mais on a, je vais vous dire, par exemple, les gens de Boeing ont des centres de calcul et du manufacturing et de l'ingénierie qui est en Australie, qui peut nous intéresser. Voilà, donc il y a des pistes qui sont là-bas. Travailler depuis Singapour est une possibilité. Voilà, donc on a eu ces 4 scénarios qui sont dans la balance, et effectivement, chacun donc a ses avantages et ses inconvénients, et donc là, ça reprend un petit peu ce que je vous ai expliqué dans le slide précédent, avec les intérêts, du Vietnam, de la Thaïlande, de la Malaisie et bien sûr Singapour, pour cette perspective de plaques tournantes. Alors, on peut rentrer un peu plus dans le détail, hein, des avantages et des inconvénients de chacun des scénarios. Donc je le disais tout à l'heure, hein, sur le scénario numéro 1 relatif à l'observation. L'inconvénient majeur, c'est cette incapacité de pouvoir commercer. Par contre, très clairement, c'est une période que j'estime entre 6 mois et 1 an, qui nous permettrait réellement de développer nos réseaux locaux, qui, fiscalement parlant, est intéressante, parce qu'effectivement, on est exempté d'impôts sur les sociétés, et qui réellement permettrait, voilà, de commencer à développer la notoriété de la marque, et surtout donc préparer notre pénétration sur ce marché. Donc ça, c'est une approche, moi, qui me paraît être assez intéressante, même si effectivement, c'est une position d'attente, avant effectivement d'avoir, comme je dis, voilà, un go, no go sur quelque chose de plus dynamique. Le mode d'entrée numéro 2 de partenariat avec des entreprises, des entreprises locales, voilà, c'est une manière de se mettre le pied à l'étrier. Je pense que la difficulté principale, c'est de trouver le bon partenaire. Et je ne suis pas forcément persuadé que, encore une fois, depuis la France ou au travers de voyages que l'on pourrait faire, sur place, qu'on soit capable de trouver, le bon partenaire, qui soit, voilà, ouvert à ce schéma. Donc il y a des possibilités, c'est un intermédiaire entre notre distribution indirecte aujourd'hui et une cohérence avec, le schéma, la stratégie de l'entreprise que l'on veut mettre en place. Mais voilà, c'est pas forcément évident. Maintenant, effectivement, ça a le gros avantage de pouvoir, s'impliquer directement avec des gens locaux, et d'évacuer tous les problèmes effectivement de différences culturelles, linguistiques, ce genre de choses, et voilà, d'avoir un accès direct sur le marché. Scénario numéro 3, directement impliquer nos bureaux de vente. Bon, l'avantage, c'est que voilà, tout revenu qu'on créera, contribuera au revenu global de l'entreprise. Donc on a un potentiel de vente qui, bien sûr, est plus élevé. Voilà, ça nous permettra de pouvoir appliquer vraiment directement notre stratégie d'entreprise que l'on souhaite à ce niveau-là. Par contre, effectivement, c'est un investissement financier qui était un peu plus important et qui est peut-être un petit peu plus risqué depuis le départ. Bon, sans parler effectivement des défis liés à la gestion du personnel pour les expats qui seraient, ou quel que soit le type de contrat qu'on mettrait en place. Voilà, et puis donc on revient donc sur notre scénario, ultime. On revient un petit peu sur ce qu'on a dit précédemment. Heu,
pour moi, ce scénario numéro 4 est sans doute le scénario ultime qu'il faut viser. C'est sans doute pas le premier scénario qu'il faut choisir parce que, encore une fois, je pense que très clairement, on n'en a pas les moyens et il y aurait trop d'incertitudes par rapport à ça. Mais in fine, tendre vers ce scénario, c'est sans doute la ligne directrice qu'il faut qu'on voilà, donc effectivement, compris que, ben, on a de fortes ambitions à l'international. Cette zone géographique est, je dirais, elle est concurrentielle, mais finalement, elle l'est peu, eu égard à ce qu'on retrouve dans d'autres pays. Donc elle est intéressante. Il y a une dimension que je ne vous ai pas donnée, c'est finalement le potentiel de cette zone-là. L'ensemble donc de nos clients qui évoluent dans les secteurs, donc automobiles, aéronautiques, donc tout ce qu'on a décrit, sont pour la plupart, des gens, c'est un petit peu l'exemple qu'on a montré tout à l'heure, des entreprises qui vont fabriquer des pièces soit par procédé de forgeage, soit par procédé de fonderie, soit par procédé de soudage. On est voilà sur ce genre de fabrication. Donc on est un peu dans les polymères, un peu dans les plastiques, mais beaucoup dans les métaux. Donc quand on regarde, les productions cette fois-ci, non pas comme on a vu de véhicules automobiles, mais le nombre d'entreprises, le nombre de forges, le nombre de fonderies qui sont dans ce milieu, le poids de ces industries, on se rend compte que, pris isolément, chacun des pays visés, Thaïlande, Vietnam, Malaisie, Indonésie, font, moins que ce qu'on fait en France, par exemple, d'accord? Par contre, regroupé, ça représente un potentiel qui se situe quelque part entre ce que fait la France et ce que fait l'Allemagne aujourd'hui. Donc c'est pas négligeable pour nous. Voilà. Donc il faut considérer cette zone comme une cible globale et non pas de dire: «OK, je veux faire tant et tant et tant sur chacun de ces territoires». C'est pour ça que la stratégie qui est de se dire: «OK, on va démarrer dans un pays, mais ensuite il faut qu'on ait cette capacité de rayonner dans les pays voisins parce que c'est au global où on va retrouver une unité, une cohérence et un niveau espéré, attendu de revenus eu égard aux productions qui sont faites». Voilà, c'est cette dimension-là qui est importante à nos yeux. Voilà, c'est à peu près les éléments, que je voulais revenir vers vous, donc sur ce dernier slide. Voilà, l'expérience thaïlandaise, on en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, effectivement, nos ventes restent limitées sur ce territoire et même, j'ai envie de dire, c'est, pour rien vous cacher, on a une expérience un peu délicate avec un distributeur qui n'a pas été très, loyal, je dirais, avec nous. C'est aussi une dimension à prendre en considération. C'est clairement dans l'étude, on sent qu'en Thaïlande, il faut être attentif. Voilà, il y a un petit côté filou, qui est peut-être plus marqué, dans ce pays que dans d'autres et là, encore une fois, votre expérience, peut m'être très, très utile. Est-ce qu'aujourd'hui on a pris une décision? Non. On est C'est un peu l'introduction, hein, du webinaire. J'aurais bien aimé vous dire oui, mais en toute franchise, la réponse est non. Donc on est au stade du projet, on est au stade de la réflexion. Il y a d'autres zones qui sont un petit peu prioritaires aujourd'hui, hein. Je vous parlais du changement d'activité que l'on fait, aujourd'hui en Italie en passant d'un export indirect à un export direct. Mais voilà, ça reste, un projet, qui à un moment ou à un autre, et peut-être plus rapidement qu'on ne le croit, va revenir en priorité dans notre activité. Je vous remercie pour votre attention. J'espère, ne pas vous avoir trop, voilà, abondé avec trop de voilà, donné trop d'informations, avoir été suffisamment clair et on est à votre disposition avec Ulrich pour échanger et répondre à vos questions et que vous puissiez apporter, voilà, votre expertise également. Ok, Stéphane. Merci Stéphane, merci Ulrike. C'était très clair, très structuré, très intéressant aussi. Alors